La première tournée à l'étranger du président congolais l'a conduit après l'Angola au Kenya. Félix Tshisekedi a rencontré son homologue kenyan qui lui a proposé son aide pour ramener la paix et la stabilité en RDC. En Libye, Khalifa Haftar a lancé dans le sud du pays une offensive initialement destinée à combattre terroristes et groupes armés étrangers. L'opération pourrait exacerber les tensions politiques et ethniques. Au Guatemala, la sécheresse et la pollution du Lampa privent les riverains du fleuve de leurs moyens de subsistance. Un responsable de la communauté brandit même la menace de famine. Nous sommes le 7 février, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. La première tournée à l'étranger du président congolais fraîchement élu l'a conduit après l'Angola au Kenya. Félix Tshisekedi y a rencontré son homologue kenyan qui lui a promis son aide pour ramener la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Uhuru Kenyatta a assuré à Félix Tshisekedi, nouveau président de la RD Congo, qu'il avait tiré des leçons de la crise politique née de la contestation de sa réélection en 2017, qui avait fait plus de 90 morts. Le président kenyan et l'opposant Raila Odinga ont depuis promis d'œuvrer ensemble pour la réconciliation dans le pays. Le chef de l'État du Kenya a précisé qu'il était prêt à aider à former des fonctionnaires congolais ainsi qu'à mettre en place des partenariats en matière de construction d'infrastructures et dans l'industrie minière. Félix Tshisekedi a été proclamé élu par la Cour constitutionnelle le 20 janvier. Il a pris la succession de Joseph Kabila, resté au pouvoir pendant 18 années et dont le camp a gardé la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Une première alternance pacifique dans l'histoire de la RDC, contestée par l'opposant Martin Fayulu, qui revendique la victoire avec 61% des voix et dénonce un push électoral. Après le Kenya, il se rend au Congo-Brazzaville. Entre-temps, la coalition Lamuka, formée autour de l'opposant Martin Fayulu, a dénoncé mardi des appels à la haine tribale lancés par des inconnus en marge de son grand rassemblement samedi dernier à Kinshasa. L'opposition n'est pas prête à accepter la main tendue du régime au Zimbabwe. Son chef, Nelson Chamisa, a décidé de bouder ce mercredi l'invitation du président Emmerson Mnangagwa à une réunion de relance du dialogue politique convoquée après la brutale répression de la récente fronde sociale. Les précisions. Le président Chamisa a très clairement dit que le dialogue national devait porter sur les inquiétudes économiques et sociales du moment. Il n'y participera pas, a déclaré son porte-parole. Ce dialogue doit être facilité par quelqu'un d'autre que Mnangagwa, a-t-il poursuivi. L'initiative du chef de l'État visait initialement à apaiser les tensions nées des élections générales de juillet dernier. Emmerson Mnangagwa les a remportés dès le premier tour du scrutin avec 50,8% des suffrages devant le candidat du mouvement pour un changement démocratique MDC, Nelson Chamisa, crédité de 44,3% des voix. Ce dernier a contesté ces résultats, arguant de fraude, mais son recours en annulation a été rejeté par la justice. Une manifestation de ses partisans, le 1er août, avait été dispersée dans le sang par les forces de l'ordre, faisant 6 morts. La réunion convoquée par le président intervient 3 semaines après la répression féroce par l'armée et la police de manifestations contre la hausse des prix des carburants dans un pays étranglé par 2 décennies de crise économique. Selon les ONG, au moins 12 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées. Les forces de l'ordre ont procédé à plus d'1 millier d'arrestations. Cette répression a valu de vives critiques partout dans le monde au régime de Mnangagwa. Le dialogue n'est pas un jeu, a lui-même estimé Chamisa sur Twitter mercredi. Nous sommes dans une crise politique causée par des élections frauduleuses. Il faut un véritable dialogue sous l'autorité d'un médiateur crédible, a-t-il ajouté. La lutte contre la corruption prend un nouveau visage en Afrique du Sud. 5 personnes accusées du détournement de 105 millions d'euros ont été arrêtées mercredi. C'est à la suite des révélations fracassantes faites devant une commission d'enquête sur la corruption sous l'ère du président Jacob Zuma. Parmi les personnes arrêtées figure
Patrick Gilligan, l'ex-directeur financier des services pénitentiaires, et Angelo Agrisi, un ancien dirigeant repenti de la société Bosasa. Agrisi a été le mois dernier le témoin vedette de la commission Zondo, chargée d'enquêter sur les scandales qui ont entaché la présidence Zuma de 2009 à 2018. Il a raconté comment Bosasa s'était acheté de juteux contrats publics et la protection du pouvoir, engraissant la patte de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires proches du Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir. Les 5 personnes arrêtées mercredi ont été déférées devant un tribunal de Pretoria pour corruption, blanchiment d'argent et fraude, a annoncé la police judiciaire. Ces arrestations de personnalités interviennent après une enquête marathon sur le détournement de près de 1,6 milliard de rand, soit 105 millions d'euros, dans le cadre de l'attribution de marchés par les services pénitentiaires. Les accusés sont soupçonnés d'avoir reçu et accepté de l'argent liquide, des véhicules ou encore des aides financières pour acquérir des propriétés, a poursuivi la police sans dévoiler leur identité. Tous ont été libérés après leur comparution devant le tribunal après paiement d'une caution de 20 000 rands. C'est un pas dans la bonne direction et j'espère que ce dossier pourra se solder par une condamnation appropriée, a déclaré le patron de la police, Godfrey Lebeya. Lors de son témoignage devant la commission d'enquête, Angelo Agrisi et d'autres anciens dirigeants de Bosasa ont personnellement mis en cause Jacob Zuma ainsi que plusieurs ministres de l'actuel gouvernement. À 3 mois des élections législatives, ces révélations éclaboussent l'ANC de Cyril Ramaphosa qui a promis de rompre avec les pratiques de son prédécesseur. En réponse du berger à la bergère, le ministre de l'Intérieur sénégalais Ali Ngouille Ndiaye assure que le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 24 février, malgré l'appel de l'ex-président Abdoulaye Wade à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin. Suivant un extrait de ses propos, il s'est notamment prononcé sur l'acheminement du matériel électoral. Non, bon, j'ai entendu le président Wade, que nous respectons tous tout ce qu'il a fait dans ce pays. Et je pense que c'est des positions simplement d'hommes politiques qu'il exprime et le scrutin, Inch'Allah, aura lieu. Mais il sera là leçon pour empêcher. On va l'accueillir à bras ouverts. Ce pays également, Wade a fait beaucoup de choses pour ce pays. C'est un ancien président, il mérite tous les égards. Nous avons également acheminé tout le matériel de Dakar. Donc toutes les sous-préfectures de Dakar ainsi que la préfecture de Dakar, de la région, de Dakar, toutes ces administrations ont reçu les différents kits qui concernent les bureaux de vote de la circonscription. Aujourd'hui, nous commençons le déploiement des régions les plus éloignées. Nous pensons que d'ici le 9, tout le matériel électoral sera à destination. Je l'annonçais en titre, l'homme fort de la Libye, le Khalifa Haftar, a lancé dans le sud du pays une offensive initialement destinée à combattre terroristes et groupes armés étrangers. L'opération pourrait exacerber les tensions politiques et ethniques dans le pays. Peu après avoir annoncé l'élimination d'un homme présenté comme dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'armée du maréchal Haftar a affirmé concentrer son action sur des groupes rebelles tchadiens. Ces derniers sont accusés d'alimenter l'insécurité et de profiter des frontières poreuses pour établir des bases arrières. Toutefois, cette opération fait courir le risque de raviver les tensions dans une région marquée jusqu'à la signature d'un accord de paix en 2017 par des combats sanglants entre communautés Toubou et des tribus arabes. Alors que l'armée du maréchal Haftar a annoncé vendredi avoir combattu des rebelles tchadiens au sud de Cheba avant de mener dimanche des frappes aériennes contre ces groupes, les Toubous libyens disent avoir été également visés et la colère a gagné leurs représentants dans le nord-est libyen. Les Toubous sont en fait une minorité libyenne à la peau noire qui se plaint de longue date de discrimination et qui a d'ores et déjà crié au nettoyage ethnique. D'après des analystes, derrière l'opération militaire de l'ANL se cachent aussi des enjeux pétroliers, les Toubous contrôlant d'importants champs entre Koufra, Mourzouk et Oubari. Après 3 semaines de silence, le gouvernement d'union nationale a dénoncé mercredi l'escalade militaire dans le sud. En clair, l'opération du maréchal Haftar risque de saboter les efforts visant à mettre fin à la crise politique libyenne avec la tenue cette année d'élections comme prévu par l'ONU, d'après le gouvernement d'union nationale. Bataille judiciaire d'un agriculteur contre Monsanto, un 4e procès s'est tenu mercredi devant la cour d'appel de Lyon, en France.
Cet agriculteur de Charente poursuit son marathon judiciaire contre Monsanto. Paul François veut faire reconnaître la responsabilité de la multinationale dans son intoxication à un herbicide en 2004. Je me sens aussi fatigué. On continuera jusqu'au bout pour ces milliers de personnes. Mais je suis fatigué parce que cet harcèlement, ça a eu des conséquences. Voilà. Mais déterminé, motivé, mais fatigué de tout cela. J'ai vraiment aussi envie que si on gagne, voilà, ça montre aux entreprises, à ces multinationales, qu'effectivement, un simple citoyen comme moi peut les faire condamner. La vraie victoire, c'est de montrer que même une exploitation comme la mienne, qui a plus de 200 hectares, peut être gérée en bio, peut créer de la rentabilité, peut nourrir correctement les citoyens, et c'est peut-être ça la vraie victoire. Alors si on pouvait avoir les deux, ça serait formidable. Je veux insister sur le fait que le procès aujourd'hui, ce n'est pas seulement le procès d'un agriculteur contre une multinationale, c'est la mise sur la table de ce problème de société, d'un modèle agricole qui a privilégié les profits de l'industrie agrochimique au détriment de la santé publique et en particulier de la santé des agriculteurs et des travailleurs agricoles. Ce céréalier de Charente avait été intoxiqué en avril 2004 après avoir inhalé des vapeurs de Lasso, un herbicide de Monsanto. Après plusieurs malaises, François avait été longuement hospitalisé et frôlera même la mort. Il souffre toujours de graves troubles neurologiques. Son mal reconnu comme maladie professionnelle, l'agriculteur s'est lancé dans un combat judiciaire contre le géant Monsanto. Au Guatemala, la sécheresse et la pollution du Lampa privent les riverains du fleuve de leurs moyens de subsistance. Un responsable de la communauté brandit même la menace d'une famine. À cause des rejets d'eau usée provenant surtout de la production du café, les poissons ont déserté le Lempa. Et dans les champs, le maïs ne pousse plus, faute de pluie. La variabilité climatique et la contamination de la rivière Lempa, dégénérée par les rejets d'eau résiduels des municipalités et celles provenant de la transformation du café, sont donc les principaux facteurs qui ont une incidence sur le manque de nourriture. Maria Ramirez, une agricultrice âgée de 48 ans qui s'occupe d'un jardin de légumes et de légumineuses fait maison dans un village guatémaltèque, elle avoue qu'elle le fait pour atténuer la faim provoquée par la sécheresse dans le bassin de la rivière polluée Lempa, qui traverse son pays, le Honduras. Comme elle, des milliers de Guatémaltèques, de Honduriens et de Salvadoriens du soi-disant bassin de la rivière Lempa font partie d'un rapport alarmant intitulé « Classification de la sécurité alimentaire intégrée » révélé par l'Association trinationale de la frontière. Le maïs et les haricots constituent le régime de résistance de base des 45 communautés adjacentes au Lempa, qui s'étendent sur une superficie de 7541 km² dans le corridor sec centra-américain et où les conditions climatiques étaient défavorables avec des précipitations inférieures à la normale qui ont réduit la production de nourriture. L'Égypte sera prête pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019 cet été. C'est ce qu'ont assuré mardi au stade d'Alexandrie les responsables du football africain. Des propos qui interviennent au terme d'une inspection des diverses infrastructures à travers le pays. Images et sons. Ça, le gouvernement, le comité d'organisation locale, ils sont vraiment impliqués dans la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations et nous savons que cela va être prêt à temps. Nous avons des plans pour les rénovations, mais déjà de toute façon de base, l'infrastructure est là. Et on en a plus que ce dont nous avons besoin. La directrice de la communication de la Confédération africaine de football est visiblement très satisfaite, comme l'ensemble de la délégation après la descente au stade d'Alexandrie, dernière étape de la première inspection d'une équipe d'experts. La CAF a lancé dimanche la première inspection des installations de la CAN 2019. La délégation a visité plusieurs stades au Caire, à Suez, Ismaïlia et Port Saïd avant de terminer mardi par Alexandrie. Les dispositions vont être prises. On a vu, il y a plusieurs sorties. On a vu des salles de contrôle avec des caméras.
Nous avons par exemple vu celle de Suez avec 90 caméras. Donc on est confiant, on sait que ça va se faire. Concernant la sécurité, principal défi de l'Égypte, les dispositions vont être prises d'après Nathalie Raab. Depuis la révolution de 2011, qui a plongé le pays dans l'instabilité sécuritaire, l'organisation de compétitions de football est parfois émaillée de violence, en particulier dans le championnat local. L'Égypte a été désignée par la CAF, pays hôte de la compétition en janvier, en remplacement in extremis du Cameroun, qui s'est vu retirer l'organisation en raison de retard dans sa préparation. Pour la première fois, le plus important événement sportif africain se jouera en été, du 21 juin au 19 juillet 2019, avec 24 équipes contre 16 auparavant. C'est sur cette note sportive que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.